Myriam Smires, comptable professionnelle agréée, fiscaliste, fondatrice de Finasource, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Alors, Mme Smires, quelles sont les erreurs fréquentes avec la PCU ou la PCRE? Effectivement, comme on a vu dans le reportage, on a plusieurs erreurs qui ont été reportées par plusieurs contribuables. Souvent, les gens ont voulu être bienveillants, se prendre d'avance, faire des remises de ce qu'on appelle des acomptes provisionnels, donc payer d'avance, en fait, en prévision des impôts à la fin de l'année. Et souvent, ces montants-là ont été attribués ou ont été utilisés pour rembourser les montants qu'on avait reçus de PCU ou de PCRE. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la base s'assurer de voir quels sont les montants qu'on a réellement reçus. Avait-on l'intention de rembourser les montants de PCU, soit parce qu'on a été rappelé au travail, c'est des situations qui sont arrivées, ou encore, est-ce que c'est des vrais acomptes? Et à ce moment-là, s'assurer que c'est vraiment ça qui est reporté dans les déclarations d'impôts. C'est sûr qu'il va y avoir une discordance entre ce qu'on produit et les feuillets qu'on a reçus, mais il y a des corrections et Revenu Canada est au courant de ça. Et au fur et à mesure qu'on va faire les productions, on va pouvoir appeler et rectifier le tir. Mais il faut être patient un peu, hein, des fois? Oui, tout à fait. Là, la patience va être de mise pour les prochaines semaines. Vous avez tout à fait raison. Les travailleurs autonomes ont eu droit à ce qu'on appelle le phare, le programme phare, qui est le Fonds d'aide et de relance régionale. Que doivent-ils déclarer dans leur déclaration de revenus 2020? En fait, autant pour le phare que pour toutes les subventions qui sont des prêts pardonnables qui ont été octroyés par le gouvernement fédéral tout le long de la pandémie et qui continue, il y avait une portion qui était pardonnable si on remboursait le montant le 31 décembre 2022. Et souvent, l'impression des gens, c'est qu'il y aura un pardon, donc un revenu reconnu, au moment où on va rembourser. Mais en réalité, ce que la loi vient dire, c'est que le montant qui est pardonné est imposable au moment de l'octroi. Donc, toutes les sommes qu'on a reçues, que ce soit pour la CUEC, le 40 000, maintenant 60 000 au niveau avec la banque ou encore avec le phare, si on a reçu le montant avant le 31 décembre 2020, il faut alors reconnaître le 25 de ce prêt-là immédiatement comme revenu dans nos déclarations d'impôt. Et payer de l'impôt dessus. Tout à fait, payer de l'impôt, même si on n'a pas encore eu le pardon, oui. Mais on pourrait avoir le pardon, donc de ne pas avoir à rembourser le 25 de capital. Tout à fait. Et à ce moment-là, on a un montant vraiment inférieur à rembourser d'ici Est-ce qu'on récupère l'impôt à ce moment-là? Si jamais, au 31 décembre 2022, on se retrouve dans une situation où on rembourse la totalité parce qu'on n'est pas en mesure de rembourser le montant de 75 à ce moment-là, oui, il y a une déduction qui va s'appliquer. OK. Les étudiants, parlons des étudiants qui avaient de petits emplois avec de faibles revenus, qui ne paieraient pas d'impôts généralement. Ils peuvent avoir des surprises avec les revenus de la PCU, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis souvent, les étudiants nous disent, on ne va pas produire une déclaration d'impôt, on est en bas du crédit de base. Tantôt, on en parlait, 13 229 $. Mais ce qui arrive cette année, c'est que soit parce qu'on a eu la PCU, donc on a déjà, si on a été admissible au montant maximum, 14 000 $ de revenus, et qu'on a eu par ailleurs un autre emploi à temps partiel, bien là, les montants s'accumulent. Et non seulement les montants s'accumulent, on risque d'avoir un revenu supérieur, mais il risque d'y avoir aussi une surprise pour les parents. Si on est habitué à avoir des crédits de frais de scolarité qui sont transférés de la part des enfants, bien, ces crédits-là ne seront plus transférés aux parents. Et à ce moment-là, l'impact se fait sentir sur les étudiants, mais également sur les parents, si jamais c'est des étudiants qui habitent plus souvent qu'autrement avec leurs parents. Pour faire des revenus durant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui se sont tournées vers l'économie de partage. Oui, tout à fait. Puis ils ont travaillé avec des entreprises comme Uber, Uber Eats aussi, DoorDash, Skip the Dishes pour faire de la livraison là, de repas. Ils ne travaillent pas pour l'entreprise, hein? C'est des travailleurs autonomes dans ce cas-ci. Quels revenus doivent-ils déclarer comme revenus? Puis je pense au pourboire notamment. Oui, tout à fait. Donc, l'ensemble des sommes, des commissions qu'on pourrait appeler ou des pourboires également qu'on reçoit suite à de telles livraisons se retrouvent à être incluses dans notre revenu. Comme vous avez dit, c'est des travailleurs autonomes, donc c'est vraiment considéré comme un revenu d'entreprise. Donc, la totalité des revenus doit être incluse dans les revenus de ces jeunes-là. Il faut également faire attention à tout ce qui est composante TPS-TVQ. Souvent, ça va s'appliquer. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir les bons rapports avec la bonne définition de qu'est-ce qui est TPS, qu'est-ce qui est revenu et pourboire. Oui. Et par la suite, bien, ils pourront être en mesure de réduire aussi le revenu de certaines dépenses qui sont admissibles. Et qu'est-ce qu'ils peuvent déduire de leurs revenus? Je pense auto, essence, Exactement. C'est toutes les dépenses qui sont
exactement, qui sont rattachés souvent à l'automobile, donc l'utilisation de l'automobile. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire, je vais prendre à partir du moment que j'ai utilisé ma voiture. Mais il faut se rappeler que la façon de déduire les dépenses d'automobile est basée sur un pourcentage du kilométrage. Et le pourcentage du kilométrage veut donc dire qu'on prend du 1er janvier au 31 décembre l'ensemble des coûts qu'a coûté la voiture, que ce soit l'essence, que ce soit l'entretien, le frais de location de la voiture ou les intérêts payés sur les prêts, si c'est un prêt qu'on a eu pour l'achat du véhicule, de l'amortissement à ce moment-là. Et l'ensemble de ces dépenses-là, on doit appliquer le pourcentage de kilométrage qui a permis de faire ces livraisons-là, oui, ou ce travail-là, par rapport au kilométrage total de l'ensemble de l'année. Il faut calculer son affaire, de toute évidence. Oui, tout à fait. Il faut avoir un logbook qu'on appelle pour vraiment savoir le kilométrage exact. Je vais aller piger dans ma boîte à questions parce qu'on en a quand même une tonne de questions, puis je vous en pose quelques-unes. Une question anonyme, mais elle est bonne, donc je vous la pose. À part l'impôt, quelles sont les cotisations qui seront retenues sur la PCU? En fait, il n'y a aucune retenue qui a été effectuée sur la PCU. Le montant de PCU a été de 500 $ par semaine qui a été payé à l'ensemble des gens qui étaient admissibles selon certains critères. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on va payer quand on va faire une déclaration d'impôt, le seul élément qu'on va payer, c'est l'impôt fédéral et provincial en fonction des paliers de revenus qu'on a gagnés et l'ensemble des revenus, en fait, qui composent notre revenu imposable. OK. Je pige encore une fois dans une deuxième question dans ma boîte à questions. Je suis un retraité de 78 ans qui fait de la suppléance dans les écoles. En mars 2020, lorsque les écoles ont été fermées, j'ai appliqué pour la PCU et je l'ai reçue car je répondais à tous les critères. Aujourd'hui, je suis allé chez mon comptable pour faire remplir ma déclaration de revenus et mon comptable m'a dit que je n'avais pas droit à la PCU parce que je recevais la pension de la sécurité de la vieillesse. Est-ce que mon comptable a raison? Demande Paul-Émile Rioux. Bien, en fait, M. Rioux, il faudrait savoir pourquoi votre comptable vous a dit que vous n'étiez pas admissible. La pension de sécurité vieillesse ou n'importe quel revenu de pension en réalité n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du 5 000 $ de revenus qu'on devait gagner pour avoir le droit à la PCU. Par contre, une personne comme M. Rioux qui aurait eu des revenus d'emploi et non des revenus de pension, des revenus d'emploi par ailleurs de plus que 5 000 $ et qui respecte tous les autres critères, serait à ce moment-là admissible à la PCU. Donc, il faudrait juste clarifier la situation pour M. Rioux. Madame Smires, vous êtes d'une limpidité. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.